Quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Ce n'est plus à prouver, l'intelligence artificielle est un outil ô combien précieux pour nous épauler dans bien des tâches, du diagnostic médical à la synthèse de dossiers, en passant par les innombrables ressources en littérature, en photographie, etc. que l'IA permettra et nous offrira dans les décennies à venir. Mais quelles conséquences précisément pour nos petites cellules grises? À quoi va nous servir notre cerveau dans 10 ans si l'IA pense plus vite et mieux que nous? Bref, que va devenir tout simplement notre cerveau face à l'intelligence artificielle? Réponse, je l'espère, au bout de ces 52 minutes avec mes 3 invités du jour. Et j'ai la grande joie d'accueillir pour commencer Yves Agide. Bonjour Yves, bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes donc professeur émérite de neurologie, de biologie cellulaire à l'Université Paris-Sorbonne, membre que vous êtes de l'Académie des sciences, fondateur de l'Institut du cerveau à Paris. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. On se souvient par exemple de Je marche donc je pense avec Roger-Paul Droit. Et ce dernier ouvrage fondamental, une Bible, presque, L'homme cérébral tout simplement. Comprendre son cerveau pour mieux se connaître. C'est peut-être bien rassurant d'ailleurs de vous lire parce que quand on voit pas ce qui nous tombe sur la tête, mais ce qui nous vient, grâce à cette intelligence artificielle et tous ces outils, comment reprendre les rênes, au fond, de notre cerveau avec vous, Albin Michel. Merci, Yves Agide, d'être là. Nous sommes également en compagnie de Christophe Médici. Bonjour, Christophe. Bonjour, Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Ravi aussi. Toujours psychosociologue, formateur, diplômé d'État en communication, conférencier, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment plusieurs en lien avec ces fichus smartphones, mais aussi comment déambuler et comment reprendre là aussi le contrôle sur notre cerveau grâce notamment à ce dernier ouvrage, Osez incarner votre zone de génie chez Lanor. Et c'est vrai qu'il y a une histoire de confiance en soi là aussi à remettre en ordre, si je puis dire, remettre à sa place, à sa juste place dans ce monde de brut. Et nous sommes enfin en ligne avec le professeur Pierre Burbeau. Bonjour professeur. Bonjour madame. Ravi de vous entendre. Vous êtes neurologue, professeur de physiologie médicale, titulaire d'un doctorat en neurosciences. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. On peut mentionner ce dernier ouvrage passionnant autour de ce qui nous titille bien souvent, évidemment, le cerveau des habitudes. Pourquoi cette routine, ces automatismes? Et que vient faire là-dedans? Quelle place plutôt pour la liberté? Vaste question. Là, c'est une autre émission Quête de sens. J'espère que vous viendrez en reparler précisément dans cette émission. Chez Odile Jacob. Alors, Yves Agide, vous avez tellement travaillé sur le cerveau depuis toutes ces années. Est-ce qu'à un moment donné, Yves Agide, l'intelligence artificielle vous a très sincèrement fait peur? Est-ce qu'elle vous fait peur pour notre petit cerveau? Un peu peur, pas trop. C'est la réponse. D'accord, précisez. Un peu peur parce que c'est une irruption brutale et qui est contrôlée pour l'instant, mais qui pourrait ne pas être contrôlée. Pas trop peur parce que l'intelligence humaine, en un mot quand même, a des potentialités qui sont infiniment supérieures à celles de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Oula, ah oui, ça c'est pas très rassurant le aujourd'hui. D'accord. Vous voulez que j'élabore? Écoutez, vous avez commencé à nous faire peur. Poursuivez juste quelques instants. Non, mais le problème, quelle est la différence entre, disons, un ordinateur et l'ordinateur qui a la capacité de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, régénérative par exemple? Il y a, disons, 3 choses. Un, c'est plus complexe. On peut en parler. Qu'est-ce qui est plus complexe? Le cerveau humain est d'une complexité qui dépasse l'imagination. 2, le cerveau, c'est de la matière vivante, biologique, donc malléable, donc qui peut apprendre, qui apprend tout le temps et qui est aussi influençable. Et 3, le cerveau est le seul, pour l'instant, par rapport à l'ordinateur, à avoir une pensée, des émotions, une conscience. Mais je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle, un jour, ne puisse pas arriver à avoir des pensées, une conscience et des émotions. D'accord, merci professeur. Pour commencer, alors
Partagez-vous le même point de vue, Christophe Médicis? Oui, je suis assez en phase avec le docteur. D'abord, les Français aussi ont encore plus peur que le docteur, puisqu'il y a une étude Ipsos qui est sortie début janvier, qui avait été sur longitudinale sur 2 mois, Marie-Ange, et qui disait que 73% des Français sont plutôt inquiets vis-à-vis de l'émergence de l'IA. Pardon, mais il y a de quoi. Et oui, ils sont inquiets. Et donc, comme je le mets dans mon livre Oser incarner sa zone de génie, c'est quand même le génie humain qui a créé ça. Et volens nolens, on ne arrête pas le progrès, donc on est à fond dedans, on sera dedans, et c'est la question des jours, des mois, des siècles à venir. La vérité, c'est que, comme pour tout, il y a, je fais un petit jeu de mots, il y a du bon et il y a du mauvais. Ouais. Et comme pour tout, c'est pas forcément l'objet qui va être problématique, c'est qui va l'utiliser et à quelle fin, quels vont en être les objectifs. Quand on demande aux Français, ils ont bien compris que pour la médecine, et le docteur va le corroborer, il y aura des évolutions monumentales. Il y en a déjà. On soigne mieux avec l'IA certaines choses. Pour l'éducation, c'est à discuter. Mais alors pour d'autres choses, notamment, prenons juste un exemple parmi tant d'autres. La création, nous qui sommes des auteurs et les artistes. Il vous a pas échappé, Marie-Ange, que les 2 fondateurs de Spotify ont fait une étude il y a 1 mois. Ils ont fait des recherches sur Spotify. Pour tous les auditeurs de votre magnifique émission, Spotify, c'est ce sur quoi on voit toutes les chansons et les musiques. Plus de 10% des morceaux, là, en ce moment, sont créés à 100% par de l'IA. Et on n'est qu'au Moyen-Âge, n'est-ce pas, docteur? On n'est qu'au Moyen-Âge de l'IA. Ça veut dire quoi, Marie-Ange? C'est que moi, je prône, et là, vous avez vu la pétition qu'ont signée 34 000 chanteurs, et notamment Jean-Jacques Goldman, qui ont dit, attendez, l'IA fait ça avec quoi? Elle fait quoi avec ça? Avec toutes nos données, qu'on soit nous les auteurs, ou les chanteurs, auteurs, compositeurs. Ils sont bien gentils. Mais ça, si ça s'est repris, c'est du pillage pur et dur, c'est-à-dire c'est du vol manifeste de toutes les données créées. Alors nous, on a proposé de créer un label que j'ai marqué dans le livre, vous vous rappelez, garantie 0 IA, puisque comme on est sur Notre-Dame, il faudra séparer le bon grain de l'ivraie. 0 IA, c'est fait sans IA, c'est 100% fait avec notre cerveau, nos petits cerveaux, et moi, mes livres, ils sont 0 IA, d'accord, les chansons sont... Et l'autre, créés avec IA. Alors, et je crois qu'il faudra de la législation. Il faudra légiférer. Ah oui, ça c'est une autre question, encore, ok, 200 ou pas, bon, c'est une autre question. La création, c'est vrai que l'IA, professeur Pierre Burbeau, la création, alors je poserai la question à Évagine, mais c'est vrai que l'IA crée à partir de... Alors vous me direz, nous aussi, nous créons à partir de ce qu'ont fait nos anciens, ce qu'ont créé nos anciens. Voilà, il y a des tas de paramètres, évidemment, en jeu dans la création, dans le processus créateur, quoi, d'une certaine façon. Mais partagez-vous d'abord, premier petit tour de table, cette peur ou pas qu'un jour le cerveau de l'intelligence artificielle, le cerveau, un cerveau type IA sera plus performant que le cerveau humain, création comprise, évidemment, ou pas. Professeur Pierre Burbeau, pardon. Oui. D'abord, je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Yves tout à l'heure. Le gros facteur limitant, et c'est vrai qu'on est vraiment au Moyen-Âge de l'IA actuellement. Excusez-moi, j'ai un petit écho dans le téléphone. On va peut-être essayer de vous joindre à nouveau dans quelques instants. Mais on vous entend très très bien, en tout cas, nous. Vous m'entendez bien, oui. Donc c'est parfait. Voilà, non, je crois qu'il y a une énorme différence, c'est que, comme l'a dit Yves tout à l'heure, une IA n'a pas de conscience, n'a pas d'émotion. D'accord. Or, très souvent, nos prises de décision reposent sur des éléments qui ne sont pas toujours rationnels. Ouais. Nos émotions, bien sûr, mais également notre subjectivité, nos intuitions et voire nos sensations somatiques. Et en plus de ça, notre cerveau a une capacité extraordinaire, c'est celle d'apprendre. Ouais. Les capacités d'apprentissage du jeune enfant, dès le plus jeune âge, sont considérables. Leur cerveau est une véritable éponge qui s'imbibe spontanément de tout ce qui l'entoure. Et surtout, cet apprentissage est totalement spontané, immédiat chez le nourrisson. Ouais. Ça, donc on est vraiment imbattable. Pour l'instant, on est beaucoup plus puissant que n'importe quel ordinateur. Je lisais récemment l'ouvrage de Yann LeCun, qui est un informaticien, un des papes de l'IA. Il disait qu'actuellement, la puissance d'un ordinateur, c'est à peu près 100 000 fois moins que celle du cerveau pour traiter des informations. À côté de ça, dans nombre de domaines, on est beaucoup moins performant que l'IA. C'est évident, je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Absolument, absolument. C'est quand même rassurant, ce chiffre. Enfin, en tout cas pour l'instant, à l'époque du Moyen-Âge, comme le disait effectivement notre ami Christophe Médicis, Yves Agide, c'est quand même rassurant de savoir qu'on a quand même des capacités certaines, on va dire ça comme ça. Oui, c'est-à-dire que les ordinateurs
peuvent calculer de manière impressionnante, instantanée, des choses qu'un esprit humain ne peut pas faire. Ouais. L'ordinateur a une mémoire qu'on peut dire quasi illimitée, et en plus elle est fiable. Tout ce que fait l'ordinateur, c'est fiable, c'est reproductible. Nous, on n'est pas tellement fiable, justement parce qu'on est influençable, puisque le cerveau se mobilise, le cerveau bouge tout le temps, est modulable. Ouais. Et vous dites même que si on se souvenait de tout, on deviendrait dingue, vous dites dans votre livre. On deviendrait fou. Ah, mais ça, c'est pour une autre raison. Ça, c'est à cause de la capacité d'attention. C'est-à-dire que, Dieu merci, si on devait réagir à toutes les informations qui nous entourent, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on goûte, etc., on deviendrait fou. Donc le cerveau a en plus cette capacité extraordinaire, mais l'ordinateur, là, jusqu'à un certain point, de sélectionner et de hiérarchiser les informations. Et de les sélectionner à un point de manière absolument spectaculaire. Ça, c'est lié à plusieurs choses. Premièrement, la capacité d'attention. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une attention sélective, focalisée sur quelque chose, heureusement, parce que sans ça, on ne devrait jamais rien faire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a quand même les capacités de raisonnement. C'est-à-dire la logique qui est un instrument qu'on utilise très bien notre cerveau, l'ordinateur aussi d'ailleurs. Et du coup, on arrive effectivement à hiérarchiser, sélectionner et à prendre des décisions raisonnables. Mais attention, comme disait Pierre Bourbeau, quand on prend une décision, évidemment, c'est un raisonnement. Mais bien souvent, hélas, pas toujours de manière comme on le souhaiterait en tout cas, la partie émotionnelle joue dans notre décision, parfois, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui en politique, un rôle absolument capital. Donc, on décide, c'est la conjugaison d'afférences qui sont intellectuelles, je raisonne, etc., et d'afférences émotionnelles qui, dans notre cerveau, c'est des circuits qui sont bien identifiés, qu'on connaît bien. On sait à peu près comment ça se passe, mais il faut bien jouer avec un équilibre que nous sommes seuls capables de faire. L'ordinateur, lui, n'a pas d'émotion pour l'instant. Mais mon idée, c'est que comme on connaît les circuits de l'émotion chez l'homme, assez bien, eh bien, on pourrait imaginer un jour, je dis bien, plaquer ces circuits d'une autre manière sur des réseaux de neurones, sur des réseaux comme comment travaillent les informaticiens, des circuits émotionnels aussi, pourquoi pas. Et comme le cerveau humain pense, et comme de mon point de vue, c'est la définition que j'adopte, la conscience c'est une pensée sur une pensée. Par exemple, je vous vois, et j'ai conscience que c'est vous. Mais je peux me dire, j'ai une pensée sur ce que je vois, sur vous. J'ai donc une conscience de ma conscience. Je me dis, par exemple, je pourrais me dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? J'ai donc une réflexion supérieure. Et si je comprends ce qu'est une pensée, et si la conscience, la métaconscience en tout cas, c'est une pensée de pensée, à ce moment-là, on pourrait imaginer même qu'un ordinateur ait une pensée. Et une conscience. Une conscience. Peut-être pas une âme. Ça, c'est une vraie question sur Radio Notre-Dame et RCF. Autre débat, chers amis. Ça, je pense qu'il faut séparer les deux choses. La science d'un côté, le fonctionnement du cerveau et nos comportements, la sociologie, les sciences humaines et sociales, c'est une chose. La foi, c'en est une autre. Absolument. On peut les lier. Il faut essayer de les lier, certainement, mais c'est autre chose. Dans un premier temps. Les habitudes, évidemment, les routines, on sait à quel point le cerveau vise à aller en termes d'efficacité, en tout cas. On sait qu'on fait, alors là, je vais plaire à Christophe Médicis en me disant ça, mais on a tendance à craindre un petit peu, on en parle aujourd'hui de plus en plus. Voyez, quand l'IA fait à notre place un travail de synthèse, on pense par exemple aux avocats, qui vous en parlent très très bien. C'est extraordinaire, la capacité de l'IA, mais nous n'avons plus l'habitude, malheureusement peut-être plus assez l'habitude, de faire ce travail mental, d'aller chercher, de faire des recoupements, etc. Pendant ce temps-là, imagine, le cerveau, il travaille évidemment. Sauf que quand on n'a plus l'habitude de faire tout cela, c'est ça aussi le cœur de l'émission, toutes nos capacités quand même qu'on a développées depuis qu'on est né. Voyez,
qu'est-ce que le cerveau va devenir s'il se muscle pas plus? Mais sociologiquement, là-dessus, Marie-Ange, il y a des études. On sait qu'on réfléchit plus de la même façon, déjà depuis l'arrivée d'Internet. Hein, il y avait un livre de Alexandre K qui s'appelait « Internet rend-il bête ?» On n'apprend plus de la même façon. Regardez, prenons juste simplement combien de mémorisation on avait de téléphone, de numéros de téléphone avant. Comment on allait, il y a encore 20 ans, avant Internet, avec nos voitures à n'importe quel rendez-vous. On n'avait pas Waze, on n'avait pas de GPS. Aujourd'hui, mettons-nous sans GPS, Marie-Ange, pour aller quelque part, eh bien, on va être bien ennuyé. Et parce que notre cerveau, déjà que l'être humain a une propension à ce que son cerveau soit un peu feignant, on l'oublie un peu bien souvent, mais notre cerveau, il est plutôt partisan du moindre effort pour beaucoup d'entre nous, alors que finalement, il y a toujours une vertu de l'effort. On est sur Radio Notre-Dame, on sait très bien que pour écrire un livre ou faire n'importe quoi, faut des efforts. Le danger de l'IA, et les Français le disent, leur grande peur, c'est aussi une peur du, entre guillemets, ce serait peut-être ça le nouveau grand remplacement. C'est qu'est-ce que ça va changer au niveau des métiers. Une étude du BIT, Bureau international du travail, dit qu'on ne connaît pas près de 70% des métiers de dans 30 ans. Or, les Français ont peur. Et paradoxalement, vous savez, Marie-Ange, quels sont les deux secteurs d'activité les plus impactés pour les changements complètement radicaux? Un, les secteurs du juridique, auxquels vous y allusion. Deux, les secteurs administratifs. Et plutôt les secteurs hautement intellectuels que les secteurs pratico-pratiques des manuels. C'est eux qui vont être plus rapidement remplacés par l'IA. Et donc, le souci central, et je suis en train d'écrire un livre sur cette question avec le plus grand Manitou de la reconversion en France, de transition pro, c'est parce que le sujet central qui va avoir lieu dans les jours, les semaines, les mois et les années viennent, c'est la reconversion. Qu'est-ce qu'on va faire pour changer ces gens-là dont on n'en aura plus besoin parce que l'IA sera remplacée? Pourquoi? Parce que nous, on est des gens qui réfléchissons. On pose la question du sens. D'ailleurs, c'est le thème de l'émission. Mais Marie-Ange, on est en pleine guerre IA, vous voyez mon clin d'œil, où sur un plan macro, eux, ils en ont rien à faire parce que c'est Avida dollar, d'accord? C'est cher du KF, donc guerre entre la Chine et les États-Unis et l'Europe qui essaie de venir. Et puis surtout, vous êtes comme moi sur les réseaux, sur Internet, tout le monde voit qu'on parle que de l'IA en entreprise à longueur de seconde et qu'il y a des centres de formation, mon secteur d'activité qui montent à longueur de seconde parce qu'eux, ils en ont rien à faire du sens, Marie-Ange. C'est l'IA, combien de dollars? L'IA, combien d'euros ça va me rapporter? La question du sens que pensent des gens aussi intelligents que le docteur Agide et l'autre docteur et nous qui réfléchissons, ils n'en ont rien à faire, Marie-Ange. Alors Pierre Bureau, justement, c'est ça que c'est énormément de questions qui sont liées à notre sujet du jour. Malheureusement, nous n'avons que 52 minutes. Et que 4 petits cerveaux, je plaisante évidemment, il y a que le mien qui est petit dans l'histoire. Tout petit. Tout petit comme ça. Pierre Burbeau, professeur Pierre Burbeau, est-ce que par exemple, vous voyez, vous qui avez beaucoup travaillé sur les habitudes, vous voyez, juste avant que nous nous séparions, peut-être quand même une amorce de réponse. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter ou pas sur l'avenir de mon cerveau par rapport à tout ce travail qui va être fait de synthèse, etc. Par exemple, si je suis avocate, bien évidemment que c'est dangereux pour avoir, vous voyez, parce que c'est non seulement un muscle, mais c'est aussi des capacités. Quand on fait des recherches, tiens, on tombe sur des travaux, on tombe sur des textes, on se nourrit intellectuellement. Donc, qu'en est-il? Qu'en sera-t-il plutôt voilà, quand l'IA fera tout pour nous, bah voilà. Qu'est-ce qui restera? Nous n'en sommes pas encore là. D'accord. Très clairement, je pense qu'il faut dégager à la fois des effets positifs et des effets négatifs. Il y a quand même quelques effets positifs. Par exemple, la libération du champ mental de certaines activités routinières, notamment de certaines habitudes, peut être un avantage. Oui. Toutes ces activités de mémorisation inutiles auxquelles on est confronté au quotidien et dont on pourra peut-être se passer à l'avenir en déchargeant une partie de notre mémoire. Ce qui, par ailleurs, nous permettrait de nous concentrer sur d'autres aspects plus complexes, plus cognitifs, notamment la créativité, puisque on en parlait tout à l'heure, ou la prise de décision. Ouais. Il y a également un élément qui peut être positif, c'est l'éducation, l'apprentissage, qui peut bénéficier de l'IA. Par exemple, en proposant une personnalisation plus importante des apprentissages chez l'enfant, avec des méthodes d'enseignement adaptées, plus adaptées. Ça, c'est pour les aspects positifs. Après, il y a des tas, bien évidemment, d'aspects négatifs. On en a déjà parlé. La dépendance à la technologie qui peut aboutir à une diminution des compétences cognitives de base, bien évidemment. Et puis, une dépendance cognitive importante. Importante. Ce matin, j'étais avec un de mes internes, là, puis justement, on discutait de ChatGPT. Je me suis un petit peu amusé à naviguer. Et c'est assez étonnant.
la personnalisation des réponses qu'on obtient avec ChatGPT, par exemple. On a vraiment l'impression d'avoir en face de nous un interlocuteur biologiquement vivant. Ouais. C'est assez étonnant. Étourdissant. Eh bien, suite de cette conversation passionnante, les amis, juste après William Scheller, les machines absurdes. À tout de suite. Le cerveau est-il une machine absurde? Pas si sûr quand on lit le livre d'Ivagit, L'homme cérébral, tout juste paru chez Albin Michel. Et c'est tout à fait passionnant avant de s'inquiéter, l'IA va-t-il remplacer la conscience, le cerveau humain? Eh bien, savoir comment cette machinerie qu'est le cerveau est absolument extraordinaire. Que va devenir notre cerveau face à l'IA? En tout cas, nous nous posons la question avec mes 3 invités. Pierre Burbeau, qui est neurologue, professeur de physiologie médicale et qui est l'auteur de cet ouvrage « Le cerveau des habitudes », car ça aussi, ça nous inquiète, chez Odile Jacob. Christophe Médici, est avec nous, lui qui a publié tout plein d'ouvrages, qui s'intéresse de près à nos fonctionnements, à comment nous fonctionnons. Osez incarner votre zone de génie, lui qui est plein d'espoir sur notre créativité et notre zone de génie. Chez la Nord, il est venu nous en parler déjà plusieurs fois. Merci d'être là tous les 3. Alors, on va s'intéresser quand même à la machinerie du cerveau. Comment comprendre ce que fait le cerveau? Et c'est vrai que si on ne part pas de là, professeur Ivagid, eh bien, c'est vrai qu'on a des raisons de s'inquiéter. Et c'est vrai que c'est rassurant de savoir aussi comment fonctionne notre cerveau, n'est-ce pas? L'idée, si vous voulez, c'est que dans la vie, dans notre existence, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse et à la mort, finalement, on apprend tous les jours, par essai, par erreur, on passe un examen, on le gratte, on fait ceci, on va choisir un sandwich plus qu'un autre, etc. On passe son temps à faire des choix. Et on se trompe. Et l'idée qui est derrière dans ce livre, L'homme cérébral, c'est l'idée que si on comprend la machine qui vous permet de penser et d'avoir des émotions, on peut faire un peu mieux. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on peut s'améliorer un peu comme un ouvrier qui connaît bien le fonctionnement de sa machine, un fraiseur qui connaît bien sa machine. Il fera un peu mieux que le type qui appuie simplement sur un bouton pour savoir quand ça marche, s'il y a un problème. Absolument. Donc, on peut s'améliorer. La deuxième chose, je trouve que c'est plus important, c'est pour les étudiants et pour les élèves. Je trouve que si on comprend comment fonctionne son cerveau, on devrait pouvoir agir en cohérence avec ce qu'on sait des capacités de son cerveau. Par exemple, moi, dans la vie, j'ai vu toujours des gens qui arrivent à 40 ou 50 ans, qui sont un peu déçus parce qu'ils disent c'est idiot, j'aurais pu faire autre chose. Ouais. On voit pire, on voit des gens qui sont trop prétentieux, c'est-à-dire des gens qui ont des responsabilités très grandes et qui ne savent pas les assumer. Vous connaissez bien ça. Ouais. Et donc là, si on arrive à comprendre un peu comment fonctionne son propre cerveau, on arrive peut-être à mieux se comporter en cohérence avec les capacités de notre cerveau pour décider de son avenir. Vous parlez beaucoup des émotions dans votre livre. On ne prend pas assez en compte les émotions dans nos façons de réfléchir, de penser les choses. Vous savez, c'est d'autant moins que si on interroge les gens, je crois qu'à peu près 30% des gens pensent que les émotions naissent dans le cœur. Le cœur, c'est une pompe très importante, parce que si on n'a pas de pompe, si on n'a pas de cœur, on meurt. Mais enfin, effectivement, le cerveau, c'est une machine à produire des pensées, donc le raisonnement, la logique, le jugement, etc. Mais aussi ces émotions qui sont capitales, les grandes émotions qui sont la peur, la joie, etc. Puis des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtiles, c'est la perplexité, par exemple, des choses très fines. Le fait d'être perplexe, c'est ça que vous voulez dire? Le fait d'être perplexe, si vous voulez, c'est quand Par même rapport à quand quoi? on commence à hésiter. Vous me dites ça, vous me regardez avec des grands yeux, comme si vous ne saviez pas ce que ça voulait dire être perplexe. Ça se voit que vous êtes perplexe. Nous sommes tous perplexes. Tous. On peut avoir des situations dans lesquelles on se retrouve perplexe. On a des doutes. Le doute, c'est normal quand vous prenez une décision. Si vous prenez une décision sans doute, vous allez forcément commettre des erreurs. Personne n'est génial. Donc, ces subtilités émotionnelles, vous savez combien on décrit d'émotions? Il y a des gens qui se sont amusés à identifier à peu près 200 émotions, en dehors de la joie, le dégoût, etc. Le camailleux d'émotions, c'est ça que vous voulez dire? Le camailleux d'émotions. Oui, l'ensemble des émotions avec le gradient, les grandes émotions, il y en a 7 principales.
le dégoût, la joie, la tristesse, etc. La peur. Et la peur surtout. La peur qui et est puis des choses beaucoup plus subtiles qui finalement nous amènent à nous comporter dans l'existence. Ouais. Et à sélectionner. Il parle beaucoup de mémoire sélective, d'attention sélective, il y a beaucoup de choses sélectives. Bah oui, forcément, puisque on n'est pas liés à nous, on n'est pas globaux. C'est ce que vous faites en choisissant vos mots et en disant ce que vous venez de dire. C'est fou. Hein, mais Marie-Ange, ce qui est intéressant par rapport à ce que nous dit le docteur, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui a été étudié, et il va le corroborer, c'est que là, on parle d'un cerveau individuel, mais par exemple, moi qui suis coach mental de sportifs de haut niveau, par exemple, prenons une équipe de sport collectif. Ouais. On entend beaucoup parler en ce moment, moi j'en ai coaché qui ont eu des médailles il y a quelques mois, n'est-ce pas, en sport co, et j'ai eu cette chance de recevoir sur mes plateaux, vous le savez, Olivier Crumbles, un grand entraîneur des équipes de filles de hand, et j'ai eu cette chance de l'avoir en plateau, Olivier Crumbles qui a entraîné pendant 20 ans l'équipe collective de France des filles de hand, parce que qu'est-ce que c'est une équipe de sport co, là, en l'occurrence féminine ou masculine, même si tant est qu'il dit que lui, en tant qu'homme, c'était plus difficile pour lui d'entraîner les filles que les garçons. C'est plusieurs cerveaux ensemble. Et il y a un facteur maintenant qu'on appelle le facteur X. Et là, le docteur, on pourrait l'interroger là-dessus. C'est quand des cerveaux ensemble ont un objectif en commun. Ce qui est d'ailleurs pourquoi la parabole d'une équipe de sport co est très similaire à une entreprise. On tire dans la même direction, mais on ne joue pas le même rôle. Il y a les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants. Et lui nous expliquait que ce qui fait le facteur X, justement, c'est cette espèce de cohésion des cerveaux, n'est-ce pas, docteur, qui fait qu'ensemble, les cerveaux vont créer une espèce de, alors là, il va nous expliquer, le neurologue, de ressensation ensemble, qui font que le facteur X, Marie-Ange, c'est le facteur multiplicateur de potentialité d'atteindre des résultats plus importants. Là, j'aimerais bien avoir l'avis de nos neurologues. C'est valable pour la musique, pour un orchestre. C'est valable pour un orchestre. Et j'aimerais bien l'avis de nos neurologues. Vous êtes d'accord, Marie-Ange, là-dessus, sur la multiplication des cerveaux? Nos deux, professeur Pierre Burbeau, effectivement, alors je sais pas, l'IA collective existera-t-elle? J'en sais rien. Voilà, c'est une autre question. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de presque de magique. Parce que je dis ça parce que j'y connais rien comme vous, les professeurs spécialistes en neurologie et spécialistes du cerveau en général. Mais il y a quelque chose effectivement là d'unique. C'est des cerveaux uniques, des créatures uniques, enfin des esprits uniques qui se coordonnent. Et ça donne là aussi une pensée collective, mais c'est quand même très intéressant. On parle de cerveau collectif aux États-Unis parfois, d'un cerveau collectif. Qu'est-ce que vous en dites, Pierre Burbeau, de ça? Je trouve qu'actuellement, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de cerveaux. C'est lié directement à l'actualité immédiate. C'est dit. On parle un peu de la psychologie des foules. Là. Je crois que là, on sort un petit peu du débat sur le cerveau. Moi, j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que disait Yves sur la perplexité. Il y a notamment un terme qui me venait à l'esprit en l'écoutant, c'est celui de perplexité anxieuse. C'est une forme de perplexité que l'on observe souvent chez les gens qui sont déments et qui mélangent à la fois cette perplexité, cette anxiété un petit peu générale face à leur perplexité. Et une autre réflexion que je me suis fait par rapport à l'IA et par rapport aux ordinateurs de façon générale, c'est effectivement l'absence de l'émotion, ça on l'a déjà dit, et notamment l'absence de doute. Une IA n'a pas de doute, puisque par définition, elle n'a pas de conscience, donc elle n'a pas de réflexion sur ses propres pensées, ce qu'on appelle la métacognition, comme l'a dit Yves tout à l'heure, notamment. Excellente. Et ça me fait penser à une citation de Léonard de Vinci que vous connaissez sûrement. Si tu rencontres quelqu'un qui doute, demande-lui conseil. Waouh, magnifique. Donc c'est une belle phrase, oui. C'est ce genre de choses qu'on ne pourra pas faire une IA, bien évidemment. Ouais, est-ce qu'on se hiafie? Ça, c'est la question. Enfin bon, bref, professeur Yves-Agit, vous voyez, est-ce qu'il y aura une espèce d'effet mimétique parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas trop dans le siècle de l'humilité, hein, je sais pas, à part vous, les grands professeurs, les grands sages peut-être, mais c'est une pensée fulgurante qui me vient comme ça, mais c'est très intéressant ce que vient d'évoquer, je trouve, notre ami. C'est-à-dire que pour revenir à cette idée de la pensée collective par rapport à la pensée ou aux émotions collectives par rapport à la pensée aux émotions individuelles, il y a quand même un mythe qu'il faut dissiper, c'est la transmission de pensée. Aujourd'hui, on sait que le cerveau produit ses émotions et ses pensées, et c'est quelque chose qui est issu du cerveau
pas du corps, du cerveau, et qui élimine l'idée qu'il puisse y avoir une pensée qui existe dans l'air, comme on le pensait à propos de ce qu'on appelait le dualisme, c'est-à-dire Descartes, où les pensées sont dans l'air et le cerveau n'est qu'une machine qui permet d'exprimer la pensée. Non, je suis mon cerveau c'est moi, et c'est moi qui pense, et c'est moi qui ai des émotions, et c'est mon cerveau qui pense et qui a des émotions. Ça, c'est fondamental. Alors, la difficulté, maintenant, c'est comment ça se passe pour la collectivité. Moi, j'ai l'image des applaudissements. Vous allez au théâtre, bon, la pièce est moyenne, puis on entend quelqu'un qui tape, puis 2, puis 3, puis à un moment, tout le monde applaudit, parce que finalement, c'est pas mal. Et alors, tout le monde applaudit, en fait. Tout le monde, à l'unisson, les applaudissements sont collectifs. Je pense que pour les cerveaux, c'est pareil, parce que les cerveaux sont des machines qui écoutent, qui voient, qui perçoivent donc, et qui vont agir après avoir eu leurs pensées, leurs émotions, qui vont se comporter. Et ce qui est vrai pour un individu va finir par l'être par le deuxième qui a les mêmes perceptions, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Et ça fait ça. Ça aboutit parfois à ce qu'on appelle l'hystérie collective. Rappelez-vous, en Allemagne, dans les années 30-40, où la naissance du nazisme, bon, qui était une chose quand même un peu particulière, et finalement, en Allemagne, au début des années 40, 95% des Allemands étaient nazis. Donc, et la même chose se passe pour tout. La même chose, c'est la même chose. Moi, je pense par exemple au club de foot, au club de rugby. Et même dans une classe, pareil, dans une classe, bien sûr, bien sûr. Donc, cette idée de la collectivité, pour moi, c'est pas un problème. Alors, quelque chose de passionnant. Moi, j'aime beaucoup votre chapitre sur la motivation. Peut-être que c'est pour des raisons personnelles, mais même vous analysez ça. Vous n'avez pas vraiment envie de travailler. Vous savez d'avance que vous ne ferez pas grand-chose, rien d'étonnant, puisque vous n'êtes pas motivé. Or, la motivation, c'est ce qui permet, dites-vous, de déclencher et de poursuivre votre activité. C'est une forme de désir au sens philosophique, mais avec une connotation d'utilité ou de nécessité. Tout ça, toutes ces petites choses très fines, en fait, qui font notre quotidien. Yves-Agide, vous l'explorez dans votre livre, mais pour ce qui est de la motivation, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est intéressant, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau en amont de la motivation, en fait? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est motivé pour aller au travail, où il y a des jours où la même personne ne l'est pas? Mais quand vous décidez d'aller au travail ou d'entreprendre, de monter une entreprise, comme notre ami ici, par exemple, bon, à ce moment-là, vous avez besoin d'élan vital. C'est l'élan vital, on va le dire. Et cet élan vital qui fait que les philosophes appelaient ça la conatus dans le temps, etc. Bon, cet élan vital, c'est quoi sur le plan psychologique? C'est essentiellement 4 choses plus une pour moi. D'abord, la motivation. Si vous êtes apathique, vous n'entreprenez rien. C'est aussi l'humeur. Si vous êtes complètement déprimé, vous ne pouvez rien faire. C'est aussi l'attention. Si vous êtes complètement inattentif, si je regardais les mouches qui passent, il n'y a pas de mouches, hein, mais ici, au lieu de vous écouter, ce serait terrible. Et puis, il y a une fonction supplémentaire que je n'arrive pas bien à expliquer, qui est la fatigue. Quand on est complètement fatigué, on ne peut rien faire. Donc l'ensemble de ces fonctions se conjuguent pour faire ce qu'on va appeler l'élan vital, ce qui vous motive à agir. Et il se trouve que c'est intéressant, c'est que ces 4 fonctions, pas la fatigue à ma connaissance, eh bien on en connaît les mécanismes. On connaît les circuits qui la génèrent. Rappelez-les. C'est l'humeur, l'attention, l'éveil, si vous êtes endormi, ça ne va pas, et c'est la motivation. Magnifique, c'est passionnant. Et on retrouve ça dans la formation continue et en coaching et dans la psychosociologie, parce qu'il y a d'abord motivation, revenons à l'étymologie, ça vient du latin motor, nos auditeurs entendent moteur, hein, un moteur, donc c'est ce qui te met en mouvement. C'est ce qui te met en mouvement. Et on dit qu'il y a 2 types de motivation chez l'humain. Il y a ce qu'on appelle la motivation dite extrinsèque, n'est-ce pas, et la motivation dite intrinsèque. L'extrinsèque, c'est tout ce qui touche à l'extérieur, à nous-mêmes. On pense même que le salaire, chez certains psychosociologues du travail, est plutôt une motivation même qu'extrinsèque.
intrinsèque. Par contre, la motivation intrinsèque, là, le docteur vient de bien la détailler, c'est ce qui touche à l'intérieur de l'humain, qui va avoir envie. Et là, il y a une notion très importante, notamment chez les enfants et les adolescents, mais chez tout le monde. C'est que cette motivation intrinsèque est très corrélée par le plaisir qu'on va prendre ou pas prendre dans telle ou telle activité. Le souvenir... Mais surtout le plaisir. Prenez un enfant, s'il passe 14 heures ou 8 heures par jour sur quelque chose, je peux vous dire que c'est par exemple, prenons les filles de la méthode Williams, Serena et Venus Williams. Il y a l'étude d'Erickson des 10 000 heures que le docteur connaît très bien. Il faut au minimum 10 000 heures pour avoir un certain niveau de compétence assez fort dans une activité, qui sportive, intellectuelle ou scientifique. Et Erickson l'avait bien vu, le docteur Erickson. Mais si elles font 14 heures par jour, Marie-Ange, c'est qu'elles ont une motivation intrinsèque très forte, mais ils prennent beaucoup de plaisir. Ça ne peut pas être autrement. Je sais pas ce que nos grands neurologues vont dire, mais il y a cette passionnés, Vagide et Pierre Burbeau, tous les deux, vous êtes des grands passionnés. Comme nous, là, au cours de cette discussion, c'est passionnant. Il n'y a pas de bonbons à la sortie, je vous préviens. Bon, juste avant d'entendre Pierre Burbeau sur cette affaire, eh bien, Ballad of the Big Machine par Emily Simon en duo avec Charlie Winston, si vous le permettez, à tout de suite. Eh bien, nous en parlons avec mes trois invités depuis quelques temps maintenant. Yves Agide, qui est professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire à Paris-Sorbonne, lui qui vient de publier L'homme cérébral chez Albin Michel. Comment fonctionne notre cerveau, cette machinerie si complexe que l'IA n'aura jamais fini, je l'espère, j'ose y croire, d'explorer et de tenter d'imiter. Pierre Burbeau est avec nous également, lui qui est professeur de physiologie médicale, neurologue et qui a écrit Le cerveau des habitudes entre routine, automatisme et liberté chez Odile Jacob. Et enfin, Christophe Médicis, qui est un passionné du cerveau, Osez incarner votre zone de génie, c'est son dernier ouvrage aux éditions Lanor. Lui qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, évidemment, en lien avec ces avancées technologiques. Lui qui est fondateur de la méthode haute qualité relationnelle, qui est fou de statistiques et de psychologie, de sociopsychologie, etc., et de littérature également, précisons-le, Christophe Médicis, qui fait la richesse et l'unicité de votre pensée, n'est-ce pas, cher ami? Merci, Marie-Ange. Professeur Burbeau, que vous inspirent tous ces derniers échanges que nous avons eus autour, évidemment, de tous les émotions, ce qu'on a dit autour de tout ce qui est, vous voyez, ce qui fait qu'on prend une décision, les émotions, etc. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu des habitudes, puisque vous en parlez dans votre livre, la routine, les automatismes. Est-ce que ça... À la fois, on se dit c'est une richesse parce que ça nous permet de réfléchir, de penser aux choses importantes. Et en même temps, ça peut nuire aussi à notre réflexion. Alors, je sais que c'est résumé un petit peu de façon lamentable votre livre, mais s'il fallait faire... Est-ce que quel est le pourcentage, en gros, des avantages et inconvénients des routines et des habitudes pour le fonctionnement de notre cerveau, précisément? Professeur Pierre Burbeau. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'avantages et d'inconvénients au sujet des habitudes, parce qu'en fait, la plupart de nos comportements reposent sur des habitudes dont nous n'avons pas toujours conscience. Ouais. Et qui structurent véritablement l'ensemble de notre personnalité. Et justement, ces habitudes nous libèrent quelque part du contrôle de notre cerveau sur notre comportement, pour nous consacrer à des activités plus cognitives, plus intelligentes. Vous avez un exemple à nous donner pour que ce soit bien clair? Peut-être un exemple animalier. Oui. Un animal qui vague à ses occupations. On peut penser à une antilope, par exemple, qui est un exemple qui est souvent cité, et qui est surveillé par un prédateur, tout en vaquant à ses activités de nourriture, par exemple. Elle surveille d'un œil un prédateur, calculant un petit peu la distance par rapport à ce dernier. Donc, elle mène de front deux activités différentes. D'accord. Yves Agide, vous souhaitiez rebondir sur le côté animalier ou sur le côté... Non, mais je partage évidemment ce que vient de dire mon ami Pierre Burbeau. Si vous voulez, la question, c'est pour moi, sur le plan vraiment physiologique, qui connaît mieux que moi d'ailleurs, c'est que les comportements automatiques que sont les habitudes, les routines, c'est géré par des structures très anciennes du cerveau, les plus anciennes, majeures chez les reptiles ou chez les oiseaux,
qui se trouve à la base du cerveau, très ancienne dans l'évolution. Et donc tous les comportements automatiques, que ce soit les plus élémentaires comme la marche, ou que ce soit par exemple l'élocution, qui je ne pense pas à articuler, ou que ce soit les habitudes qu'on a tous les jours dans les routines qu'on a de prendre sa douche, de conduire sa voiture. On conduit sa voiture sans y penser. On peut parler à son voisin. Bon, tout ça, c'est géré par ces structures profondes. Et l'idée, c'est que ça libère les structures plus récentes du cerveau, notamment la partie antérieure du cerveau, qu'on appelle le cortex cérébral, qui représente le tiers du cerveau chez l'homme, et que cette partie du cerveau libérée, c'est celle qui pense vraiment, qui est capable d'abstraction, de jugement, de conscience, et par conséquent, les pensées, les émotions qu'on a peuvent flâner, entre guillemets, dans ce cerveau frontal, parce que les routines sont gérées en dessous automatiquement par... Fort heureusement, donc, ça c'est la partie heureuse, positive. Mais en termes de négativité, il y a d'inconvénients, parce que... L'inconvénient, c'est le bon sens. Hein. Si vous n'êtes que dans les routines, vous êtes quelqu'un d'inintéressant. Exactement. Vous êtes comme un animal. Et encore, les animaux, ils sont très intéressants parce qu'ils ont des comportements très intéressants. Oui. Mais à la limite, vous devenez comme un robot. Ouais. Un robot, au fond, le robot, c'est quelqu'un, c'est une machine qui se conduit comme un homme qui n'aurait pas de cortex cérébral, qui n'aurait pas toutes ces structures nouvelles du cerveau et qui n'aurait que ces structures profondes. Ouais. C'est ce qu'on voit chez des mammifères élémentaires, par exemple. Ils ont très peu de cortex frontal. Ils ont par contre, prenez un pigeon. Ouais. Prenez un serpent, un cheval aussi, mais ces animaux ont ces structures-là importantes et pratiquement exclusives. Ouais. Le reste du cerveau n'est pas assez développé au cours de l'évolution, alors que nous avons heureusement ou malheureusement, je pense que c'est quand même plutôt heureusement, une partie du cortex frontal qui nous permet d'avoir des jugements élaborés, d'avoir de l'abstraction, de la créativité, de la conscience. Je voulais venir à ça, à la créativité. Aristote, c'est mon dada. Aristote disait en tout génie, il y a quelque chose de l'enfant qui est resté. Or, l'enfant, c'est la créativité. L'enfant, c'est la spontanéité. Vous parliez de mon côté littéraire. Il y a un romancier, Céline, qui disait toujours ce qui est formidable chez l'humain, c'est que c'est un créateur d'euphorie. L'euphorie, je ne sais pas si l'IA saura le créer un jour. L'euphorie, ça vient du latin euphoria. Ça se fait par la créativité, l'euphorie. C'est quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Il faut faire boiter la beauté d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? On a des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des process. C'est vrai qu'il y a des. Ça veut dire que faire des choses auxquelles on ne s'attend pas. Bachelard disait, souvenir de Normal Sup, créer, c'est toujours penser à côté. Et ça, le cerveau est capable de le faire. Il y a les habitus. Oui, c'est une très belle phrase de Bachelard. Créer, c'est toujours penser à côté. C'est faire autrement. Et l'humain est capable de ça, n'est-ce pas, docteur ? Les docteurs. Et c'est ça qui est très fort. Et peut-être que l'IA y arrivera peut-être un jour, mais pas encore. Heureusement, Dieu bénisse. Souvent, Dieu soit loué. Pas de côté, effectivement, mais oui. que l'on peut... voilà, en écrivant soit un article ou même un livre, c'est vrai que c'est presque magique a posteriori, d'ailleurs. Yves Agide, vous souhaitiez dire professeur, Pierre Burbeau, oui, pardon. Oui, pour prolonger un petit peu ce que disait Yves sur les attitudes, il faut savoir que le cortex cérébral, dans sa mouture telle qu'on la connaît à peu près chez l'homme, n'est apparu que chez les mammifères. Donc, jusqu'aux oiseaux, il n'y a pas de véritable cortex cérébral et le comportement des oiseaux, par exemple, repose essentiellement sur des habitudes. D'accord. Par exemple, il est très difficile de pouvoir différencier deux oiseaux de la même espèce uniquement sur la base de leur comportement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des comportements qui sont totalement stéréotypés, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près identiques d'un individu à l'autre. Ensuite, pour illustrer le problème des habitudes, on peut se tourner vers la pathologie. Exemple que tout le monde connaît, c'est celui des troubles obsessionnels compulsifs. Où le cerveau, quelque part, tourne en boucle, justement, entre le cortex cérébral et les ganglions de la base dont parlait Yves Agide. C'est une sorte de boucle sans fin où le sujet, finalement, n'arrive pas à sortir de ses habitudes, de ses obsessions, qui vont se traduire par des compulsions. Alors, professeur Agide doit nous quitter malheureusement dans quelques secondes. En tout cas, pour résumer
pour résumer alors à la fois nos échanges, cette émission, et puis surtout le message que vous souhaitez adresser dans cet ouvrage. C'est un hommage au cerveau, finalement, s'il fallait résumer l'homme cérébral. Et c'est fort rassurant pour le relier à l'émission du jour. S'y intéresser, c'est déjà gagner, finalement, contre l'IA, Yves. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça pour conclure, au fond? Moi, ce que je penserais, c'est que, si vous voulez, il faut comprendre chacun, surtout les enfants, les étudiants, les adultes, les personnes qui ont passé la retraite. Il faudrait qu'ils comprennent les principes de fonctionnement de la machine cérébrale, de leur propre machine cérébrale, qui est vivante, donc qui bouge, qui est pensante, parce qu'elle a des pensées, des émotions. Et pourquoi? Peut-être, probablement, pour avoir une meilleure maîtrise de soi, pour pouvoir mieux agir dans la vie. Et lui faire confiance, au fond, à cette machine. Mais on ne peut pas ne pas lui faire confiance, puisque c'est nous-mêmes. Je le dis, moi, je suis mon cerveau. Mon cerveau, c'est moi. C'est pas mes pieds. Je pense pas avec mes pieds ou avec ma prostate. Je pense avec mon cerveau. Avec les pieds, ça vous fait sourire, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent avec leurs pieds, en effet. Mais c'est rare. Ça s'appelait un Barefoot Doctor aux États-Unis. C'était le docteur des pieds. Barefoot Doctor. Oui, il écrit un livre sous pseudo Barefoot Doctor. Alors, la question de l'intelligence artificielle est fondamentale. Mais jusqu'à présent, le cerveau humain a toujours contrôlé toutes les machines nouvelles qui arrivent. Il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Mais il faut et ça, c'est le rôle de l'éthique. C'est ça l'éthique. Et c'est pour ça qu'il faut une IA éthique. Nous sommes les seuls à avoir de l'éthique. Il faut une IA éthique. Ne l'oublions pas. Il faut prôner une IA éthique. Et fournie par des cerveaux. Il faut prôner une IA éthique. C'est ce qu'a dit le grand sommet sur l'IA il y a quelques semaines. Une IA éthique. Je vous remercie infiniment, les amis, d'avoir participé à cette émission En quête de sens. Merci, je le rappelle, à Pierre Burbeau et son livre Le cerveau des habitudes chez Odile Jacob. Merci également infiniment à vous, professeur Yves Agide, et votre ouvrage L'homme cérébral, vraiment à lire d'urgence chez Albin Michel, pour arrêter de stresser pour des choses inutiles concernant l'avenir de notre cerveau. Et enfin Christophe Médici et cet ouvrage Osez incarner votre zone de génie. Nous sommes tous un peu géniaux. Oui, c'est la preuve. Vous aussi, Marie-Ange. Même moi, vous vous rendez compte, dis donc. Lanor, merci infiniment et bonne soirée à tous.